Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente la dernière leçon de la chimie organique destinée aux élèves de deuxième bac, toute option scientifique et technique, bien sûr. Le titre de la leçon est « Le contrôle de l'évolution d'un système chimique ». Bon, avant de commencer cette leçon, je m'arrête sur la dernière leçon qu'on a vue, l'estérification et l'hydrolyse. Et on a vu au cours de cette leçon qu'on peut contrôler la vitesse de l'estérification et de l'hydrolyse soit par l'ajout ou bien l'utilisation d'un catalyseur tel que l'acide sulfurique ou bien par l'augmentation de la température. Et pour augmenter le rendement de l'estérification, donc on a vu qu'on peut ajouter à chaque fois l'un des réactifs, soit l'acide carboxylique ou bien l'alcool. Bien sûr, on choisit le moins coûteux, ou bien éliminer l'un des produits tels que l'ester ou bien l'eau. Mais l'estérification reste toujours réversible. Ça veut dire qu'il se déroule dans les deux sens. En même temps, on a l'estérification et l'hydrolyse. Et c'est un inconvénient de ces deux réactions. Alors, pour cette leçon, on va voir comment on peut contrôler l'évolution de l'estérification et l'hydrolyse pour qu'on aura une réaction totale. Alors, pour l'estérification, la production de l'eau favorise l'hydrolyse de l'ester. C'est pour cela qu'on a le sens inverse de l'estérification. Donc, on se demande comment on peut réaliser l'estérification dans un milieu sec où il n'y a pas l'eau. Ça veut dire pour empêcher l'hydrolyse. Alors, c'est pour cela qu'on doit changer l'un des réactifs, soit l'alcool ou bien l'acide carboxylique. Alors, nous, on va substituer l'acide carboxylique par un réactif qui a la propriété d'avoir une bonne réactivité meilleure que celle de l'acide carboxylique. Et ce réactif est l'anhydride d'acide. Bon, l'anhydride d'acide, donc, c'est un réactif qui a une meilleure réactivité. Donc, on va voir qu'on va obtenir une réaction d'estérification totale. Et puis, on va voir comment on peut réaliser l'hydrolyse de l'ester sans qu'on aura le sens inverse. Ça veut dire sans qu'on aura dans l'autre sens la formation de l'ester. Et on va terminer cette leçon par l'utilisation ou bien le contrôle de l'évolution des systèmes chimiques par le choix d'un catalyseur approprié. Donc, je vais commencer par le premier paragraphe. Alors, premièrement, changement de réactif, ça veut dire contrôle de l'évolution d'un système chimique par changement de réactif. Donc, on va substituer l'acide carboxylique par un anhydride d'acide. Et on aura une réaction. Donc, je vais présenter ici la réaction générale. Donc, on part d'un anhydride d'acide, C. Alors O, ici, ok, donc liaison simple avec le carbone. Ici, on a double liaison avec l'oxygène. Donc ici, c'est donc c'est un anhydride d'acide en général. Donc je vais donner sa formule générale. Et là, j'ai le carbone, ok, liaison double O, et ici, j'ai le même radical alkyle parce que la molécule d'un anhydride d'acide est symétrique par rapport à l'atome d'hydrogène. Donc, à ce anhydride d'acide, donc anhydride d'acide, on va ajouter un alcool, voilà, alors ROH, pour obtenir donc l'ester
et on ne va pas obtenir l'eau. Donc cette réaction va se dérouler dans un milieu sec. Donc le mécanisme de cette réaction est très complexe, comme le mécanisme de toutes les réactions chimiques, soit en chimie minérale ou bien en chimie générale. Mais grosso modo, ce qu'on va avoir au cours de la réalisation ou bien le déroulement de cette transformation chimique. Okay, ici, je vais mettre R' pour distinguer ce radical alkyle des autres radicaux alkyles. Donc, on aura rupture de cette liaison entre ce radical et la fonction ou bien le groupement, le groupe caractéristique de l'alcool qui est le groupe hydroxyle, et rupture de l'une de ces deux liaisons. Bon, celle-ci ou bien celle-là, puisqu'elles sont les mêmes, bon, supposons qu'on aura rupture de cette liaison. Alors, ce radical R' va se fixer sur cet oxygène pour obtenir un ester, et ce radical hydroxyle va se fixer sur ce carbone. Et comme ça, on va obtenir un acide carboxylique. Donc, on aura comme produit l'ester, okay, qu'on cherche, parce que ici, on s'intéresse aux synthèses d'un ester. Alors, ici, j'aurai R, CO, O, R', plus R, CO, OH. Alors, ici, on a ester, acide carboxylique, alcool. Bon, ici, donc, premièrement, synthèse d'un ester. En milieu sec, ça veut dire qu'il y a absence de l'eau, donc le sens inverse n'aura pas lieu. Alors, cette réaction se caractérise par le fait qu'elle est en général totale, donc en général totale et exothermique. Ça veut dire qu'il y a dégagement de la chaleur et elle est rapide. Donc, on n'aura pas besoin d'un catalyseur pour augmenter la vitesse de la réaction. Donc, dans plusieurs réactions chimiques, on substitue les acides carboxyliques par l'anhydride d'acide, puisque l'anhydride d'acide possède une meilleure réactivité. Donc, on va voir maintenant deux applications de cette réaction chimique. La première application est utilisée dans l'industrie alimentaire. Et la deuxième application est utilisée dans l'industrie pharmaceutique, ça veut dire la production d'un célèbre médicament appelé aspirine. Bon, donc, exemple. Donc, je vais commencer par l'exemple de la synthèse d'un composé organique utilisé dans l'industrie alimentaire pour donner aux boissons, par exemple, ou bien aux produits laitiers tels que les yaourts, un goût de banane ou bien de poire. Alors, pour produire ce composé organique, on part de quoi? On part d'un anhydride d'acide qui n'est autre que anhydride éthanoïque. Alors, sa formule est la suivante, CH3O, C, liaison double, O, C,
liaison double CH3. Alors, cette molécule représente anhydride éthanoïque. Anhydride éthanoïque. Et je rappelle que lors de la vidéo précédente, j'ai présenté ces anhydrides d'acide et en même temps les techniques de leur nomenclature. Ça veut dire comment les techniques qu'on utilise pour nommer ces anhydrides d'acide. Et comme alcool, donc on va utiliser un alcool connu sous le nom de alcool isomylique. Alcool isomylique de formule, sa formule semi-développée est la suivante, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, OH. Donc, connu sous le nom de alcool isomylique, mais nous, on peut utiliser les techniques de nomenclature pour trouver le nom, son nom organique. Et vous pouvez trouver son nom. Donc, je rappelle que pour les techniques qu'on utilise pour nommer les composés organiques, tels que les alcools, alors, puisque cette chaîne elle est ramifiée, donc elle possède un radical qui est le méthyle, alors je dois numéroter ma chaîne en commençant par le carbone fonctionnel qui est lié à la fonction alcool ou bien groupe caractéristique d'alcool. Donc je commence par le premier carbone numéro 1, 2, 3 et 4. Alors ici, le méthyle est lié au carbone numéro 3, donc je commence par méthyle, puis je mentionne le numéro de l'atome de carbone auquel ce méthyle est fixé, donc c'est le numéro 3. Alors la chaîne comporte 4 atomes de carbone, donc il s'agit de but 4. Et puis, puisqu'un alcool, alors je continue un sans E. Pourquoi? Donc si j'écris butanol, alors butanol, il peut être ce radical OH lié à l'atome numéro 1, 2, 3, Donc je dois mentionner le numéro de l'atome de carbone auquel est lié ce groupe caractéristique. Donc c'est 1. Alors j'écris ici 1 et je complète mon nom par le suffixe qui indique qu'il s'agit d'un alcool qui est ol. Voilà. Alors plus, donc il reste quoi? Pardon. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc je vais utiliser la technique que je viens de vous montrer. Ça veut dire qu'il y a rupture soit de cette liaison ou bien cette liaison. Donc nous, on va supposer qu'il y a rupture de cette liaison. Donc s'il y a rupture de cette liaison, et en même temps rupture de la liaison entre ce carbone numéro 1 et ce groupe caractéristique alcool, OH, alors donc le carbone fonctionnel va se fixer sur ce carbone, sur cet oxygène, tandis que le groupe OH va se fixer sur ce carbone-là et on obtient l'ester souhaité, c'est, donc je vais commencer, ici j'ai CH3, C, liaison double, O, et puis j'aurai cette chaîne, donc je commence par ce carbone-là. Donc ici j'ai CH2, CH, 2, CH, troisième carbone, donc je dois mettre ici CH3, plus, CH3, plus l'acide carboxylique qui n'est autre que acide éthanoïque, donc CH3, COOH. Alors cet ester, c'est l'ester qu'on cherche à produire, donc il est utilisé, il est mélangé avec donc quelques produits alimentaires tels que, comme j'ai dit, les yaourts ou bien les boissons, donc pour donner aux boissons un goût de banane. Alors cet ester, elle est connue sous le nom de
acétyl donc acétyl disomyle, pardon, acétyl disomyle. Ou bien on peut utiliser les techniques de nomenclature concernant les esters pour trouver son nom universel connu par tous les chimistes. Donc, pour nommer un ester, donc toujours le nom est procédé, on commence le nom par le préfixe, ok, qui indique le nom de ce groupement d'atomes, ok. Donc ici j'ai deux atomes de carbone, donc il s'agit d'un éthanoate. Éthanoate, ok. Puis ici j'ai une chaîne ramifiée, alors je commence par numéroter les atomes de carbone, donc toujours je dois commencer par le carbone ici qui est lié à l'oxygène, donc ici 1, 2, 3, 4. Alors ici j'ai méthyle lié au carbone 3, donc éthanoate 2. De quoi? De méthyle 3. Ça veut dire que ce méthyle est lié à la troisième carbone de cette chaîne qui est constituée de 4 atomes de carbone et c'est un groupe alkyle, donc c'est butyle. Méthyle. Alors voilà le nom de cet ester. Et ici on a acide éthanoïque. Bon, c'est le premier exemple de l'application de la synthèse d'un ester dans un milieu sec. Donc c'est une réaction totale, rapide, ok. Le rendement il est maximal, sauf que lorsqu'on peut extraire cet ester de cet acide, qu'on peut perdre un petit peu de quantité de matière de l'ester. Donc deuxième exemple. Donc c'est l'exemple, cet exemple est utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour la synthèse d'un médicament célèbre sous le nom de l'aspirine. Donc on utilise le même anhydride d'acide, c'est l'anhydride éthanoïque. Ici donc on va utiliser un acide qui possède un cycle benzoïque. Il s'agit de l'acide salicylique. Ok. Voilà cet acide. Le noyau benzoïque. Ok. Donc ici on a CH3. Pardon. COOH. Et en même temps, elle présente la propriété d'un alcool, ça veut dire ici on a OH. Alors le même mécanisme, ça veut dire qu'il y a rupture de la liaison entre le groupe OH. Alors cet acide, donc la fonction qui intervient dans cette réaction n'est pas la fonction acide, mais la fonction alcool. Donc cet acide est considéré comme alcool dans cette réaction chimique. Donc on aura rupture de cette liaison et rupture de l'une de ces deux liaisons. Okay. Donc, et on va obtenir l'aspirine, okay, de formule semi-développée est la suivante. Donc le noyau ou bien le cycle benzoïque est conservé avec ce groupe carboxylique COOH. Et ici, ok, donc OH ne reste plus. Alors, donc directement, on aura ce carbone-là de cycle benzoïque va se lier directement à cet oxygène ici, ok, et on va obtenir donc O,
C, double liaison O, CH3. Voilà. Donc O, C, CH3, plus bien sûr l'acide éthanoïque. Alors il reste ici CH3CO avec OH, ça va donner l'acide éthanoïque, CH3COOH. Alors cet ester, donc il est à la fois acide et ester, ok? Et la fonction acide l'emporte, c'est pourquoi on l'appelle acide acétylsalicylique, ok? Acide acétylsalicylique. Donc, son nom connu, ok, acide acétylsalicylique, salicylique. Et ici, on a acide éthanoïque, Voilà. Donc, je vais me contenter de ces deux exemples pour appliquer ce synthèse d'ester dans un milieu sec. Donc, c'est une réaction totale. On pourra augmenter la vitesse de cette réaction en prenant une température comprise entre 60 degrés et 90 degrés. Alors maintenant, donc ici, on a vu comment on peut éviter l'hydrolyse d'un ester. Ça veut dire que l'estérification se déroule dans un seul sens, alors ce sens-là n'aura plus lieu. Et maintenant, on va voir comment contrôler l'évolution de l'hydrolyse d'ester sans qu'il y a le sens inverse, ça veut dire la formation d'acide et d'alcool. Alors c'est la 2, ok, petit 2. Hydrolyse. Alors si j'écris hydrolyse d'ester, donc c'est la même chose qu'on a vu. Donc on aura une réaction réversible. Il se déroule dans le sens de la production de l'alcool et l'acide carboxylique. Et dans le deuxième sens, on aura production de l'ester. Mais cette fois-ci, on va réaliser cette hydrolyse dans un milieu basique, où il y a présence d'une base, soit une base de potasse, ça veut dire hydroxyde de potassium, ou bien hydroxyde de sodium. C'est-à-dire cette réaction se déroule en présence des ions OH-. C'est pour cela que cette hydrolyse est appelée hydrolyse basique d'un ester. Ok, donc on a substitué, ok, ça veut dire on a substitué l'eau par les ions OH-. Alors donc on a la réaction suivante. Donc je vais donner la réaction d'une façon générale. Donc voilà la formule générale d'un ester. R CO O R' plus H au moins, AQ. Alors donc, on assiste ici à la rupture de cette liaison entre l'oxygène et ce groupement, ou bien ce groupe alkyle, et on obtient l'ion, donc on obtient un ion appelé ion carboxylate, de formule générale RCOO-, plus un alcool qui est R'OH. Donc ici, ion carboxylate, et ici on a alcool. Bon,
ça c'est un ester. Alors cette réaction, elle est totale et elle se déroule, ça veut dire dans un seul sens. Alors vous pouvez vous demander, donc on n'a pas, ici le milieu n'est pas sec, ça veut dire ces ions se présentent dans un milieu aqueux, ça veut dire qu'il y a l'existence de l'eau. Alors premièrement, on utilise une solution basique concentrée. Et deuxièmement, la rapidité de cette réaction ne laisse pas le temps à l'hydrolyse de l'ester, ça veut dire à la réaction de l'acide de l'ester avec l'eau. Okay? Donc l'ester n'aura pas le temps de réagir avec l'eau puisqu'il sera consommé. Okay? Donc il ne peut pas réagir avec l'eau du fait de la vitesse de cette réaction. Alors cette réaction est connue sous le nom de saponification d'un ester. Donc il s'agit d'une saponification d'un ester. Et je vais donner un exemple de cette saponification pour comprendre le mécanisme de cette transformation. Donc je rappelle que le mécanisme est très complexe. Alors moi, j'ai simplifié ce mécanisme en disant qu'il y a rupture de cette liaison entre ce radical R' et l'oxygène. Le radical R' s'associe avec l'ion HO- pour donner l'alcool. Et ici, on a un ion, on obtient un ion carboxylate. Donc, pour l'exemple que je vais vous présenter, exemple. Donc, c'est l'hydrolyse, ok, voilà, de benzoate d'éthyle, ok. Benzoate d'éthyle, qui est un ester cyclique d'éthyle. Okay. Alors le benzène, voilà le benzène. Donc ici je représente le benzène en écriture topologique. Ok, je rappelle que j'ai déjà dit ça, le benzène donc a une chaîne cyclique qui est insaturée. Donc ici j'ai CH, 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 voilà. Alors, bon, alors ici, on a trois liaisons doubles. Par exemple, cette liaison peut être entre ce carbone et ce carbone. Alors ici, pas de liaison double. On aura cette liaison ici et là. Et ces trois liaisons ne sont pas fixes. Ils se déplacent à l'intérieur de ce cycle. Ça veut dire que cette liaison peut se déplacer ici et en même temps cette liaison ici et cette liaison. Donc c'est comme cette liaison, ces 6 électrons, okay, sont en mouvement. Ça veut dire un nuage électronique en mouvement qui n'est pas fixe. C'est pour cela qu'on représente ces 3 liaisons par un noyau. Okay, voilà. Voilà, donc ce noyau représente le nuage électronique formé de 6 électrons qui sont illocalisés, ça veut dire ne sont pas localisés. Alors, d'éthyle, benzoate. Donc, benzoate, c'est déjà, j'ai ici CO, d'éthyle, C2H5. Alors, plus HO-, HO- aqueux. Donc, on a rupture de cette liaison, donc on obtient l'ion benzoate. Voilà l'ion benzoate. Voilà. CO-, plus notre alcool qui est C2H5OH. Alors ici, on a ion benzoate. Et ici, on a un alcool, donc 2 atomes de carbone, c'est et puisqu'on a alcool, éthanol.
donc éthanol. Donc voilà l'exemple. Alors puis, donc, on va voir une application de cette saponification d'un ester pour la production du savon. On sait tous que le savon, c'est un produit utilisé pour supprimer ou bien enlever les saletés, okay, ou bien les salissures, soit des vêtements ou bien des peaux humains. Et on va voir ici comment on peut synthétiser un savon. Alors pour synthétiser un savon, ok, donc on a besoin d'un ester et bien sûr d'une solution basique, soit une solution de potasse, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium ou bien hydroxyde de sodium. Donc, application de la saponification, application production ou bien préparation du savon. Alors, la préparation du savon est obtenue par la saponification de quoi? D'un triester, okay, qui est un triglycéride. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un triglycéride? C'est un triester. Ça veut dire ce composé organique, il présente trois fonctions ou bien trois groupes caractéristiques de l'ester. Et ces triesters sont appelés des corps gras. Okay. Donc, préparation du savon, donc saponification, c'est par la saponification, ça veut dire saponification, donc c'est hydrolyse basique d'un ester, saponification d'un triester, ok, qui est un triglycéride, qui est un triglycéride, appelé donc triglycéride. Voilà. Alors, où on trouve les triglycérides? C'est la question qui se pose. On trouve les triglycérides dans les corps gras. Okay. Alors, les corps gras sont constitués essentiellement, ça veut dire plus de 95% sont constitués essentiellement de triglycérides. Ok, donc triglycérides. Et ces corps gras sont des composés organiques naturels, okay, tels que les beurres, les graisses, les huiles, ce sont tous des corps gras. Alors, et les triglycérides, on peut les obtenir, on peut les synthétiser à partir de quoi? À partir de l'estérification des acides gras. Ok? Donc, triglycérides obtenus, ou bien préparés, ou bien synthétisés, obtenus à partir de, ou bien par
l'estérification, des acides gras. Donc, vous avez compris. Je récapitule. Alors, la préparation d'un savon, ok, donc on prépare le savon à partir de la saponification des triglycérides, qui sont des triesters. Et ces triglycérides, on les trouve dans les corps gras. Les corps gras, donc, ce sont des produits naturels qu'on obtient, soit des animaux ou bien des végétaux. Alors, et ces triglycérides, on peut les synthétiser au laboratoire, ok, à partir de l'estérification des acides gras. Donc, ici, on a trois termes. Donc, je dois définir un triglycéride, acide gras. Et bien sûr, donc pour l'estérification des acides gras, on doit utiliser un alcool. Et l'alcool qu'on utilise, c'est un alcool qui présente trois groupes caractéristiques d'alcool, ça veut dire trois radicales OH. Cet alcool, c'est le glycyrrole. OK. Donc, l'estérification des acides gras avec le glycyrrole, glycérol. Donc, je vais définir ces trois termes, triglycérides, acide gras et glycérol. Et puis, on va prendre un exemple d'un triglycéride, ok, et voir comment on peut produire ou bien préparer le savon. Bon, pour que j'aurai l'espace, je vais effacer tout. Bon, donc je vais définir je commence par acide gras. Et puis glycérol. Et puis triglycéride. Alors, acide gras. Donc, acide gras, ce sont des composés oxygénés. Ce sont des acides. Ça veut dire leur chaîne contient un groupe carboxyle. OK, groupe carboxylique. Voilà. Donc, COOH. Et un alkyle que je vais nommer R. Alors, cet alkyle possède un nombre impair d'atomes de carbone. Sa chaîne est linéaire, ça veut dire non ramifiée, et il peut posséder un ou plusieurs liaisons doubles. OK. Donc, pour R, donc j'ai dit qu'il possède nombre impair d'atomes de carbone, chaîne linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de ramification sur la chaîne, et peut posséder un ou plusieurs, sur cette chaîne, plusieurs liaisons multiples. Ça veut dire que les acides gras, ce sont des composés organiques à chaîne. Ce sont des acides, ok, à chaîne linéaire qui possèdent un nombre pair d'atomes de carbone, parce que si j'ajoute ce carbone au nombre de carbone de ce alkyle, donc je trouve que c'est un nombre pair d'atomes de carbone. Ok, moi j'ai parlé pour le nombre impair d'atomes de carbone, pour le radical R. Ok. Donc chaîne linéaire, et elle peut posséder un ou plusieurs
liaisons multiples. Donc, je vais donner 3 exemples. Le plus simple des acides gras, c'est l'acide butyrique. OK? Donc, l'acide butyrique, RCC3H7, COOH. Donc, c'est acide butyrique. Butyrique. Donc, deuxième exemple, acide oléique. Alors, il possède ici C17H33, COOH, acide oléique. Et puis l'acide palmique, C15H31, COOH, acide palmique. Alors, en observant ces chaînes, essayez de trouver quel est l'acide gras qui a une chaîne saturée parmi ces 3, et quel est l'acide gras qui a une chaîne insaturée parmi ces 3 chaînes. Alors, pour l'acide butyrique, on a ici C3H7. OK. Alors, c'est un alkyle. Alkyle, à chaîne saturée. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 3 atomes de carbone et 7. Donc, s'il s'agit d'un alcane, on aura C3H8. OK? Et la formule d'un alkyle, c'est CnHn plus 1. Pardon, H2N plus 1 ici. Donc, 3 fois 2, ça donne 7. Pour l'acide oléique, donc, vous voyez que la chaîne, elle est insaturée. Donc, normalement, s'il sera saturé, il doit répondre à la formule suivante, CnH2n plus 1. Alors, si je mets ici 2 fois 17, ça donne 34, plus 1, c'est 35, mais ici, j'ai 33. Donc, cette chaîne, elle est insaturée. Cette chaîne, elle est saturée. Pourquoi? Parce qu'il répond à la formule CnH2n plus 1. Donc, 15 fois 2, ça donne 30, plus 2, 30, plus 1, 31. Bon, le glycérol. Glycérol, donc, c'est un alcool qui possède 3 fonctions alcool, ou bien 3 groupes caractéristiques d'alcool. Alors, donc, ici, j'ai CH2OH, CHOH, CH2OH. Alors, soit, donc, cet alcool est connu sous le nom de glycérol. Mais nous, on peut appliquer les techniques de nomenclature pour nommer cet alcool avec un nom utilisé par les chimistes en chimie organique. Alors, ici, j'ai 3 groupes fonctionnels d'alcool. Donc, il s'agit d'un 3 atomes de carbone, donc c'est propane, je ne mets pas les E parce que je dois ajouter ol. OK, mais avant d'ajouter ol, je dois mentionner les 3 atomes de carbone. Donc ici, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, ol. Donc soit on l'appelle glycérol ou bien propane 1, 2, 3, ol. Triglycéride, OK. Alors triglycéride, ça veut dire que ce produit organique comporte 3 groupes caractéristiques des esters. OK? Alors, voilà ce radical qui est donc constitué uniquement de carbone et d'hydrogène, que je vais noter par exemple R1. Et voici le carbone, OK? Et ici, on a, voilà, O, CH2. Puis, on a ici CH. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4.
CHOCOR2. Donc je donne ici la formule générale d'un triglycéride. CH2OC liaison double R2. Donc c'est un triglycéride, ok. Dans le cas où R1 égale à R2 égale à R3, ça veut dire que ces R1 et R2 sont les mêmes, ok, égal et conservé pour les chiffres ou bien les nombres. Mais ici j'ai des radicales, je dois dire que R1 est la même que R2 et que R3, pardon, ici R3. S'ils sont en cette formule-là, C17H33, donc ce triglycéride est appelé olien. Ok? Donc on va voir. Donc dans notre préparation du savon, on va utiliser l'olien, ok, pour produire le savon. Alors donc, pour produire un triglycéride, je dois effectuer la saponification de l'acide gras par le glycérol. Alors maintenant, on va donner la réaction chimique qui nous permet de produire le savon et je vais vous présenter le dispositif expérimental qu'on utilise au laboratoire pour réaliser cette réaction. Donc, préparation de savon ou bien du savon qu'on va voir seulement après que j'écris les réactifs. Alors, les réactifs vont utiliser. Donc, le triglycéride qu'on va utiliser, c'est l'olien. Alors, j'ai dit que l'olien est constitué par ces trois chaînes. C'est donc 17H33, C17H33, C17H33. Ici, donc, COCH2. D'accord? Ici, CH, C liaison double O, ok? Et ainsi de suite. Donc, C liaison double O, CH2. Voilà. Plus le propane 1, 2, 3 ol ou bien le glycérol. Donc, ici, j'ai OH, R, pardon, CH2, CHOH, CH3, OH. Et j'obtiens, ok. Donc, c'est une réaction de saponification. Donc, j'aurai la rupture de ces trois liaisons, cette liaison et cette liaison et cette liaison. Et j'aurai trois. Alors, excusez-moi, on est dans le cadre de la saponification, donc je dois utiliser une solution basique. Ce n'est pas le glycérol, donc le glycérol pour obtenir ce produit-là. Ok, donc je dois utiliser 3 ions HO-. Et donc donc il y a rupture et j'obtiens cette chaîne CH3, CH, CH2. Sur chaque carbone va se fixer un ion HO et j'obtiens le triglycéride. Donc le triglycéride est dans les produits, pas dans les réactifs. Et j'obtiens 3 ions qu'on appelle oliates, ions oliates. Donc C3, C17H33, H33. Donc CO au moins, plus glycérol. Alors, CH2OH, CHOH, CH2OH. Alors, c'est oliate, ion oliate. Et ici, j'ai le glycérol. OK? Donc ici, triglycéride qui est
Holienne, et ici les ions hydronium. Voilà. Alors, si on utilise par exemple le soda, ça veut dire la soude, qui est hydroxyde de sodium, ok, on va obtenir un savon solide. Si on utilise le hydroxyde de potassium, on va obtenir un savon liquide. Okay. Alors c'est pour cela que je peux être ici, au lieu de mettre 3H au moins, je peux mettre ici 3 NaOH. Na plus aqueux plus H au moins aqueux. Et après extraction du savon, okay, ça veut dire élimination de l'eau, ainsi de suite, donc on obtient oléate de sodium. Oléate de sodium. Et ici, j'aurai Na. Et voilà le savon. Savon qui est en état solide. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une solution de soude. Okay. On utilise une solution de potassium, de hydroxyde de potassium. On va obtenir un savon qui est liquide. Ok, donc je vais écrire ça. Alors, Na plus, bien NaHO, savon, j'ai dit solide. KOH, ou bien HO, savon liquide. Bon, je vais maintenant vous présenter le dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette expérience. Ça veut dire cette préparation du savon au laboratoire de chimie des Lycées. Ok, bon, je vais effacer tout ça. Alors, pour accélérer la réaction chimique, donc on doit augmenter la température. Ok. Donc c'est pour cela qu'on utilise un ballon. Avec un chauffe-ballon. Voilà. Chauffe-ballon, ballon. Alors si on laisse et on introduit dans ce ballon, par exemple 10 cm3 d'holienne, donc soit on utilise une huile, ok, soit l'huile commerciale, ou bien huile d'olive, ou bien une huile végétale, ok. Donc on pourra utiliser l'huile dont on dispose. Les huiles sont riches en triglycérides, ok. Alors ici on ajoute, voilà. Donc 10 cm3, pardon, alors 10 cm3, ou bien je peux écrire ici, c'est mieux, parce que nous, parfois, on écrit en arabe, parfois, on écrit en français. Donc, il fallait commencer ici. Alors, 10 cm3 d'holienne. Alors, n'importe quelle huile, l'essentiel qu'elle soit une huile organique et non l'huile minérale, ça veut dire l'huile qu'on extrait du pétrole. 10 cm3 d'holienne, 10 cm3 de la soude, ou bien d'une solution de soude concentrée. Il doit être concentré. Alors, donc, on sait que l'holienne et la soude ne sont pas miscibles, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas. Donc, on peut ajouter 10 cm3 de l'éthanol à 90 degrés, ça veut dire l'alcool à 90 degrés, pour que ces deux
composé se mélange, puisque l'éolienne est soluble dans l'alcool, la soude est soluble dans l'alcool. Alors si on utilise l'éthanol, okay, on peut donc utiliser 10 cm3 d'éthanol. Pour que ces deux composés chimiques se mélangent tout simplement, c'est ça l'utilité de l'éthanol. Et puis lorsqu'on fonctionne le chauffe-ballon, alors on va avoir ici une ébullition et les gaz produits vont s'échapper. Donc pour éviter qu'il y ait des pertes de la quantité de matière, donc on réalise cette réaction chimique avec un chauffage à reflux. Donc on doit utiliser un tube approprié. Voilà. Voilà le tube du chauffage à reflux. Donc muni ici de 2 tuyaux. Alors lorsque la température s'élève, on assiste ici à une ébullition, formation du gaz. Alors cette gaz, lorsqu'il monte dans le réfrigérant, il se condense puis retourne au mélange réactionnel. Et pour contrôler ou bien régler la température, donc on utilise des paires de ponces. Quelle est leur utilité? C'est de régler la température dans le système réactionnel, et éviter la formation des grands bulles, Et puis on introduit ici l'eau froide qui sort par ici eau chaude. Donc réfrigérant, Ici on a des grains de pierre de ponce, qui règle la température. Alors voilà le dispositif expérimental. Donc à la fin de la réaction chimique, alors on doit extraire le savon du système chimique. Donc le système chimique, on a glycol, donc on a le reste de la soude, parce que la soude elle est concentrée. Alors donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va ajouter de l'eau salée, parce que le savon, il est soluble dans l'eau. Donc, le savon, en général, sa solubilité est égale à 100 grammes par litre. Et puis, on fait une filtration à vide pour récupérer du savon solide. Alors maintenant, je vais parler des propriétés du savon. Alors, on utilise le savon, c'est pour éliminer les saletés, les taches de graisse des vêtements. Donc, j'ai dit que le savon est soluble dans l'eau, donc sa solubilité est égale à 100 grammes par litre. S égale à 100 grammes par litre. Puis, le savon, donc je vais parler de l'eau savonneuse. Savonneuse. Donc c'est la solution du savon. Alors la solution du savon, voilà. Alors voilà la surface de cette solution, Donc lorsqu'on voit cette surface, on peut rencontrer des bulles de savon, des bulles de savon, ou bien des bulles qui s'échappent. On le trouve sous forme sphérique dans l'air, et en même temps une couche très très fine appelée un film de savon. Film du savon. Qui se forme à la surface de l'eau savonneuse. Donc pour
expliquer la formation de ces films, la formation du bulle, et aussi on a des bulles, à l'intérieur de l'eau savonneuse. Pour expliquer tout ça, donc on va on va interpréter ça à l'échelle microscopique. Alors pour le l'ion oliate, donc il est formé d'une chaîne hydrocarbonée qu'on n'appelle que et un tête qui est formé par le groupe carboxylique, donc je vais noter par un cercle. Ici, c'est moins. Alors, ce que il est apolaire, tandis que la tête, elle est polaire. Alors, puisque le queue, il est apolaire, il est insoluble dans l'eau, ça veut dire qu'il ne se mélange pas l'eau, il craint l'eau, c'est pourquoi que la queue est appelée est qualifiée de hydrophobe. Phobe, c'est la crainte, la peur, Ça veut dire, l'eau, il craint l'eau. Ça veut dire qu'il est insoluble dans l'eau, Ils ne peuvent pas se mélanger avec l'eau. Et en même temps, ils ont la qualité d'être dissous dans... ils se mélangent avec les graisses, Alors c'est pourquoi il est qualifié de lipo, ça veut dire lipide, ça veut dire graisse, fibre. Lipophobe, ici, pardon. Tandis que les têtes, à l'inverse, donc ils sont hydrophiles, puisqu'ils sont solubles dans l'eau, et lipophobes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dissous dans les graisses, dans les lipides, dans les huiles, dans les taches graisseuses. Donc ici, ce sont, j'ai dit, hydrophiles et lipophobes. C'est pour les têtes. Alors ces deux propriétés, c'est eux qui nous permettent d'interpréter la formation de ce film du savon, la formation du bulle et la formation de ce qu'on appelle des micelles. Donc je commence par les films du savon. Alors donc à la surface de l'eau savonneuse, alors puisque ces queues ne sont pas solubles dans l'eau, donc ils sont à l'extérieur de l'eau savonneuse. Voilà, comme ça. Tandis que les têtes sont polaires, donc ils sont solubles dans l'eau, ils se trouvent émergés dans l'eau. Donc voilà, la fine couche, c'est une couche très fine, film qu'on appelle film du savon. Alors pour les bulles, en fait, ce sont des sphères, ou bien des boules qui sont remplies à l'intérieur par l'air, et entourées, ça veut dire emprisonnées par une couche sphérique de l'eau. Donc ici c'est l'eau, couche très fine de l'eau, se forme sphérique, mais c'est une sphère creuse, ici. Alors, donc si je vais prendre cette partie-là et l'agrandir, l'agrandir, ça veut dire si on voit un agrandissement de cette partie. Alors voilà, j'ai ici la couche d'eau, Alors de ce côté-là, je vais élargir cette couche d'eau pour que vous pouvez voir le schéma très bien. Alors ici j'ai la couche d'eau, donc ici j'ai les têtes de ce côté-là et de ce côté-là. Ils sont solubles dans l'eau. Et ici j'ai les queues
Voilà. Ici, donc, j'ai l'air. Ici, l'air. OK? Et j'ai présenté, moi, cette couche-là avec une échelle grande pour que je vois. C'est moins. OK? Donc, c'est les bulles. OK? Et puis, donc, à l'intérieur de l'eau savonneuse, il y a formation des micelles. Alors, ces micelles ont cette forme-là. Alors, puisque les queues sont insolubles dans l'eau, donc ils sont à l'intérieur des micelles. OK, voilà. Ici, j'ai les têtes à l'extérieur du micelle. Moins. OK, voilà. Ce sont des micelles. Alors donc, comment le savon arrive à éliminer les taches graisseuses ou bien les sures gras du vêtement, OK, ou bien des tissus. Donc lorsqu'on trempe un tissu dans l'eau savonneuse, OK, alors il absorbe l'eau savonneuse et en absorbant l'eau savonneuse, donc il y a donc les taches graisseuses. Voilà, par exemple, une tache de graisse. Alors, cette tache de graisse sera attaquée par les ions carboxylates. C'est moins. Alors, les ions carboxylates, que pénètrent à l'intérieur de la tache graisseuse parce qu'ils sont lipophiles, OK, et les têtes restent à l'extérieur. Voilà, moins, ainsi de suite, moins. Et comme ça, OK, donc autour de toute la tache graisseuse, moins. Voilà. Et ainsi de suite. Puis, ce qu'il arrive est que il y a répulsion entre ces ions, OK, entre ici moins et moins, il y a répulsion. Et puis, il y a une défragmentation, ça veut dire cette tache graisseuse se décompose en des particules très très petites qui seront solubles dans l'eau. OK. Donc on obtient ici une décomposition de cette tache en des taches très fines, très petites, OK, qui sont plutôt infiniment petites, qui sont solubles dans l'eau. OK. Donc ces taches-là, voilà. Donc ici des taches de graisse. Voilà, et voilà les têtes qui sont à l'extérieur. Okay. Et donc, ces taches sont solubles dans l'eau. Et puis, en rinçant le tissu, okay, et en évacuant l'eau, donc l'eau entraîne avec lui ces taches graisseuses, et comme ça, on libère le tissu des taches graisseuses. Alors, je m'arrête ici. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.